Hello. Bonjour, nous sommes à la cafétéria de la Banque mondiale et nous allons avoir une conversation très intéressante. Je suis ici avec Massoud Ahmed, le président du Centre pour le développement mondial. Nous voulons parler du développement, avoir une conversation et puis ensuite permettre aux auditeurs de poser des questions. Donc je vais commencer, ensuite vous pourrez prendre la parole. Et le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte très difficile pour les pays en voie de développement. Nous avons beaucoup parlé des crises. Ils font face à diverses crises et puis il y a des inégalités qui se sont accrues dans le monde. Et tout cela est une combinaison du Covid. Le Covid a surtout les aides sont allées vers les pays en développement, mais dans les pays en développement, nous avons eu des revers en matière de santé, d'éducation et tous les indicateurs du développement. Donc, ce sont des revers qui ajoute à la fragilité des pays et qui est mauvais pour les habitants. La crise, il y a une crise d'aliments, étant donné la crise des engrais et autres, et donc la faim et la malnutrition augmentent. Voici donc le contexte général. Nous pensons qu'il faut apporter des changements de politique dans les pays, dans les économies avancées, mais également dans les pays en développement pour lutter contre l'inflation et se préparer pour les augmentations des taux d'intérêt et également pour le changement climatique. Du point de vue des programmes, la Banque mondiale a essayé de réagir à la crise du Covid et récemment aux crises dues à l'invasion russe de l'Ukraine. Nous avons essayé de réagir de façon rapide et en volume. Voilà donc où nous en sommes maintenant. La Banque mondiale connaît une augmentation du financement. Nous avons commencé au moment de Covid et maintenant nous augmentons à nouveau le financement. Donc, bienvenue, Ahmed, vous connaissez toutes ces questions, mais peut-être que vous pourriez lancer le débat. Merci, David, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Je dois dire que c'est un plaisir de revenir, parce que l'une des choses importantes de ma vie, c'est que j'ai passé 20 ans ici à la Banque mondiale. Donc, je rentre chez moi, pour ainsi dire. Et comme vous venez de le dire, David, je suis au centre pour le développement mondial et nous avons suivi ce que vous avez fait, ce qu'ont fait les autres institutions, ce que fait le FMI. Et ce qui est surtout important, nous suivons l'impact de la crise sur les aliments, l'énergie, les coûts des engrais qui flambent et qui ont un impact sur des pays qui souffrent de crises antérieures. Ici à Washington, presque tout le monde porte un masque ici à Washington, mais quand vous regardez à l'extérieur de Washington, aux États-Unis, en Europe, au Japon, la majorité des habitants sont vaccinés et nous sommes en train de mettre la crise du Covid derrière nous. Nous commençons à nous focaliser sur la phase suivante. Et pourtant, si vous entrez dans la plupart des pays en développement où une personne sur 6 ou sur 7 sont vaccinés, la crise du Covid fait partie de la vie encore de ses habitants et donc ils luttent déjà. Et c'est peut-être un bon point de départ. Vous avez dit, David, que la banque avait pris l'initiative avec 170 milliards de dollars, si je me souviens, un financement complémentaire pendant les 15 mois qui vont venir. C'est un peu plus important que ce que vous avez fait pendant le Covid. Nous avons participé aux assemblées de printemps
Et nous avons vu les assemblées qui ont eu lieu un mois, et ensuite nous avons la crise en Ukraine, et nous avons vu l'augmentation des prix de l'énergie et autres. Et j'aimerais avoir votre point de vue en parlant aux divers dirigeants politiques du monde. Quel est l'impact sur les pays à faible revenu et également sur les pays à revenus intermédiaires qui sont exposés en ce qui concerne leur marché financier? Il y a beaucoup de pays qui ont emprunté des fonds sur le plan souverain et également sur le plan privé. Et tout cela commence à avoir un impact avec l'augmentation des taux d'intérêt. Exactement, Massoud. Les données se sont dégradées depuis les assemblées de printemps. Nous avons essayé d'anticiper un peu et nous l'avons fait la semaine dernière en Europe. Les ministres du développement du G7 se sont rendus à Berlin et les ministres de la Santé sont allés à Bonn. Donc j'ai participé à ces réunions. J'ai une idée de la façon dont ces groupes pensent. Ils se préoccupent du fait de savoir comment on peut avoir suffisamment de soutien pour les pays en développement. On a parlé des groupes les plus pauvres et les pays à revenus intermédiaires. Ils sont fragiles étant donné l'augmentation des prix en cours. Donc, un message qui me semble important, c'est qu'alors que le monde s'éloigne de sa dépendance sur l'énergie russe, de nouvelles sources d'approvisionnement seront essentielles. Donc, en considérant 1 ou 2 ou 3 ans à l'avenir, la sévérité de la crise dépendra de la production dans le monde. C'est-à-dire, il faudra que les agriculteurs plantent des cultures, il faudra obtenir des engrais dans les pays développés, dans la plupart des économies, les producteurs voulant des engrais pourront les obtenir, mais ceci se fera aux dépens des agriculteurs dans les pays en développement. Ça, c'est par exemple, vous avez le cas du gaz. Le GNL est utilisé pour produire des engrais. Et maintenant, le GNL va en Europe et les agriculteurs ne peuvent plus obtenir des engrais. Donc, le rendement des récoltes va baisser. Ça, c'est un problème pour les pays en développement. Les pays à revenus intermédiaires et les pays à revenus inférieurs vont faire face à cette augmentation des prix. Et je pense qu'il faut se focaliser sur la meilleure solution. Il faudra obtenir des approvisionnements, de nouveaux approvisionnements massif. Une autre solution serait de diviser ce qui existe comme approvisionnement. Parce que ce qui n'est pas juste maintenant, c'est que les économies les plus riches vont obtenir ce dont elles ont besoin. Il y aura des pénuries ailleurs. C'est ce que nous avons vu il y a 18 mois avec les vaccins. Quand on a vu la distribution des vaccins qui manquaient. Et ce n'était pas simplement que les vaccins étaient envoyés aux pays riches, mais quelquefois on trouvait que dans beaucoup de pays riches, on avait commandé beaucoup trop de vaccins. On n'a pas pu tous les utiliser. Et il a fallu en jeter parce qu'on ne pouvait pas les utiliser en temps voulu, à une époque où les mêmes vaccins auraient pu aller aider à protéger les gens ailleurs. Et si vous pensez au montant total nécessaire pour les vaccins, sans compter la recherche et le développement, le montant était relativement petit. Donc, s'il y avait une façon de permettre les pays en développement de se mettre à la queue et obtenir des vaccins, il y aurait eu suffisamment de fonds pour le faire. Mais pour cette crise actuelle, les besoins financiers sont plus grands parce que l'énergie, les aliments et les engrais font une plus grande partie de l'économie que les vaccins. Et donc, nous avons besoin de nouvelles idées
Et là, je voulais établir une distinction. Pour les vaccins, il fallait une équité en ce qui concerne les contrats pour l'approvisionnement, pour que les pays pauvres puissent avoir des contrats que l'on puisse exécuter. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Cette fois-ci, c'est l'allocation de parties énormes du PIB mondial où les économies avancées vont commencer par s'approvisionner en premier. Oui, vous avez raison. On peut beaucoup parler de la crise actuelle, mais j'aimerais revenir à un domaine où je sais que le groupe de la Banque mondiale a beaucoup travaillé au cours des dernières années, à savoir le travail que vous faites pour lutter contre le changement climatique. Il y a une chose dont beaucoup de personnes ont parlé pendant les assemblées de printemps qui ont eu lieu il y a un mois, c'était de savoir si à l'avenir la Banque mondiale et les autres banques de développement ne devraient pas faire davantage ou faire quelque chose de différent en ce qui concerne le changement climatique, la lutte contre les pandémies, la santé mondiale, ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Il y a eu un discours fait par Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, qui a dit que les actionnaires de la Banque mondiale et la Banque mondiale devaient réfléchir à des solutions innovantes qui dépassent ce que l'on fait d'un pays à l'autre. J'aimerais comprendre comment vous interprétez ce mouvement vers plus de focalisation sur les biens publics mondiaux. Est-ce qu'il faut faire davantage ce que vous faites, donc ce que vous faites au niveau de prêts, etc. Ces prêts ont augmenté, on pourrait continuer à le faire, ou est-ce qu'il faut faire des choses différemment? Est-ce que vous faites la même chose dans les pays à revenus inférieurs et les pays à revenus intermédiaires? Comment est-ce que vous comprenez et réagissez à cet appel lancé par les actionnaires, à savoir que la Banque mondiale devrait se focaliser davantage sur les biens publics mondiaux et sur le changement climatique? Oui, il est utile d'avoir cette discussion. Donc, cela encourage la banque à aller dans une direction qui va dans un certain sens. Pour répondre à votre question, non. Cela veut dire qu'il faut une évolution plus rapide de la banque. Les biens publics mondiaux se portent sur le changement climatique. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur d'un pays, mais qui ont un impact à l'extérieur du pays. La vaccination même est un bien public mondial dans le sens que cela aide le monde. Si plus de personnes sont vaccinées, parce que cela permet de lutter contre les diverses variants. Et puis les réfugiés, au fur et à mesure où les gens traversent les frontières, cela affecte tout le monde. Donc la banque avance rapidement dans ces domaines. Il faut d'une part dépenser davantage sur le climat. Comme vous le savez, la Banque mondiale de loin est la plus grande source financière. Si vous prenez toutes les institutions financières, la Banque mondiale représente la moitié, plus de la moitié de l'ensemble du financement pour le climat. Et un autre aspect où ce que nous voulons faire et ce que nous avons décrit dans le plan d'action pour le changement climatique, c'est d'aider le monde à comprendre qu'il faut dépasser les ambitions, les annonces d'engagement et les conférences. Lorsque l'on parle de climat, il faut parler de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on n'en a pas tellement parlé. Moi, je vais aux conférences et on parle très peu des changements nécessaires. Donc, à la Banque mondiale, nous avons lancé un plan d'action sur le changement climatique très ambitieux, basé sur tout le processus visant à intégrer le climat dans le développement, d'identifier des projets qui vont avoir un impact. Ce n'est pas combien on dépense pour un projet, mais dans quelle mesure il aura un impact.
comment financer ce type de projets qui ont un impact et comment travailler avec les États pour le faire. Donc nous avons maintenant une série de rapports sur les pays individuels et le changement climatique. Qu'est-ce que les pays peuvent faire pour réduire les gaz à effet de serre? Cela a été très bien accueilli par la communauté internationale. Je suis allée au G7 et leur communiqué et la discussion autour de la table, tout cela a soutenu ce que la Banque mondiale fait pour être vraiment le chef de file dans ce domaine. Il faut avoir des projets qui ont un impact sur les gaz à effet de serre. D'abord, les fuites de méthane. Ça, c'est un gaz à effet de serre. Donc, il faut des projets concrets. Quel pipeline, dans quel projet, qui va travailler sur le Turkménistan, qui va travailler sur la Russie, maintenant que la Russie a lancé une guerre, et d'autres émetteurs de méthane dans le monde. Et puis les centrales au charbon sont une grande catégorie d'émissions et bien entendu l'utilisation des terres et puis les utilisations et les industries de l'acier et autres. Donc en Ouzbékistan, quels changements vont être apportés pour réduire l'émission de gaz. Je ne veux pas ne pas parler de l'adaptation. 50% de notre financement est pour l'adaptation. Ça, c'est très important parmi les institutions financières internationales. Donc, nous allons de l'avant en la matière et cela est relativement important pour les pays à faible revenu parce qu'en général, ces pays ne créent pas beaucoup de gaz à effet de serre. Ils en souffrent de l'impact de cela. Et donc, je tiens à souligner que cela est bien soutenu, bien accueilli par la communauté internationale. Donc, je pense que ce que nous voulons faire, c'est de continuer et de trouver les projets qui ont le plus d'impact. Ça n'a pas été l'orientation des institutions par le passé, peut-être ici à la Banque mondiale, mais nous mettons davantage l'accent pour identifier des projets qui vont avoir un impact. Et puis, nous voulons travailler avec les États, avec l'Afrique du Sud, avec l'Indonésie, avec l'Inde et la Chine pour avoir un impact. Si vous considérez l'avenir, disons dans 10 ans, et si vous considérez le portefeuille de la Banque mondiale, regardez les pays à revenus intermédiaires, par exemple, est-ce que vous pourriez avoir deux visions? Vous pourriez dire notre conception est de travailler dans chaque pays conformément aux priorités du pays. C'est le climat, c'est l'éducation. Nous allons travailler partout. Peut-être que nous allons nous occuper davantage du climat. Ou bien une autre vision pourrait être nous allons devenir une institution pour le climat et le développement. Et c'est ce que nous allons offrir de préférence aux pays à revenus intermédiaires. Non pas parce que les autres choses ne sont pas importantes, mais c'est le domaine où les actionnaires de la Banque mondiale peuvent apporter la plus grande différence. Ce que j'essaye d'obtenir de votre part, alors que vous regardez l'avenir, est-ce que vous pensez sur quel bout de ce spectre est-ce que nous allons nous trouver dans 10 ans? Eh bien, il y a eu une grande augmentation pour le financement du climat. Donc, je pense que je suis confortable. Nous avons un objectif de 35% pour les nouveaux engagements et le portefeuille va le refléter. Mais ce qui est important, c'est que la qualité de chaque prêt va augmenter. Autrement dit, l'impact. Vous pouvez avoir un prêt d'1 milliard de dollars que l'on appelait changement climatique, mais qui n'avait pas beaucoup d'impact, ou vous pourriez avoir un prêt d'1 milliard qui est un grand impact. Donc, nous voulons que la qualité de nos prêts augmente. La raison pour laquelle nous ne voulons pas que l'objectif augmente, parce que cela enlève de l'éducation, de la nutrition des enfants, de notre travail en matière d'égalité du genre et de violence à l'encontre des femmes, etc. Donc,
est-ce qu'on ne veut pas réduire cela? Moi, je pense que ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que les dépenses pour le climat que nous réalisons et qui sont énormes soient de aussi bonne qualité que possible. J'ai dit à la réunion du G7 où la Banque mondiale représente plus que le dépenses de tous les autres pays. Donc, il est très difficile pour eux de dire que la Banque mondiale devrait faire davantage. Il faut que la communauté mondiale reconnaisse qu'elle doit participer à des projets qui ont un impact. Et donc, nous voulons regrouper le financement pour permettre cette participation de la part de la communauté mondiale. Et je pense que ce que vous avez dit sur l'impact est important. Nous avons travaillé dans notre centre. Certains collègues ont considéré des projets qui avaient été menés par certains fonds pour le climat, pour essayer de voir quel est le coût unitaire pour une tonne de carbone que l'on n'a pas dépensé. Eh bien, nous avons noté que beaucoup de projets n'ont pas les chiffres pour que l'on puisse déterminer cela. Ça, c'est déjà un problème. Il faut obtenir les données pour pouvoir voir quelle est la meilleure utilisation des ressources limitées. Et quand on a les données, la variation en ce qui concerne le coût unitaire par tonne de carbone varie de 1 à 50 $. Il n'y a pas de raison d'avoir une aussi grande fourchette, parce que nous n'avons pas suffisamment introduit de discipline qui vient de bien mener des projets de qualité, une bonne évaluation, un bon suivi pour que l'on puisse obtenir le plus possible pour son argent. Et là, les fonds vont devenir limités. Donc, je suis tout à fait en faveur de cela. Je sais que nous risquons d'être à court de temps, donc j'aimerais passer à un autre sujet. Et vous avez été tout à fait vocal à cet égard, et je pense que la banque, en tant qu'institution, a fait entendre sa voix également, à savoir la question de la croissance de la dette non viable. Il y a des chiffres, je ne vais pas vous parler du nombre de pays qui sont surendettés, etc. Ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'une part, pour toute une gamme de raisons, et là vous pourriez nous donner votre opinion, le problème va s'aggraver cette année par rapport à l'année dernière. Cette année, nous pensons que le Sri Lanka ne va pas être le seul pays. Je pourrais penser à 6 autres pays, et je pense que les gens de la Banque mondiale ont dit que les chiffres sont encore plus élevés parmi les pays qui vont avoir du mal à assurer le repaiement de leurs dettes. Et en tant que communauté internationale, nous semblons être incapables de faire quoi que ce soit. Vous avez dit, voici toute une série de choses que l'on pourrait faire pour que le cadre commun fonctionne mieux. Voilà une meilleure définition de traitement comparable. On pourrait incorporer des échéanciers, avoir plus de clarté sur le processus, incorporer le secteur privé. Ces choses existent depuis la même chose. Kristalina Georgieva du Fonds monétaire a dit la même chose. Et donc ma question est, le temps passe, les pays rencontrent des difficultés, nous savons comment améliorer la situation, et nous voici à la fin du mois de mai, à presque la moitié de l'année passée, et je ne pense pas que nous sommes en train de passer du diagnostic à l'action. Donc comment aller de l'avant ? Oui, il faut faire quelque chose, et les conséquences sont que les pays pauvres payent encore beaucoup pour leurs dettes. Donc, et ils font face à des prix plus élevés pour tout, et les taux d'intérêt augmentent, et ils payent à des créanciers qui, en grande partie, sont plus riches qu'eux. C'est un gros problème. Eh bien, je dois dire qu'il y a toutes sortes d'aspects. Aujourd'hui, nous pourrions commencer par éviter d'avoir des contrats non transparents à l'avenir, des contrats qui pourraient être restructurés. Donc, il faut commencer
par faire en sorte que le problème ne s'aggrave pas, mais tous les jours, nous voyons des contrats rédigés par des créanciers avec des pays en développement où il y a une clause de non-divulgation. La Chine a commencé ce processus en 2014. Cela est devenu une clause type d'un contrat. Le contrat ne peut être montré à personne, donc ça réduit la redevabilité. Donc nous voudrions avoir des principes de transparence quand on passe un contrat avec les gouvernements souverains. Nous faisons cela pour l'IDA. Il y a quelque chose qu'on appelle le STFP. Un processus de financement des dettes durables. Donc là, on travaille avec les pays de l'IDA pour qu'ils aient des normes quant à leurs emprunts. Mais le problème, c'est que ces pays ne suivent pas toujours cela parce que le créancier fait pression sur eux. Prenez mes fonds, je sais qu'il y a des taux d'intérêt élevés et mais vous allez payer maintenant et vous n'aurez à payer que pendant 10 ou 20 ans. Donc, en ce qui concerne ce que nous pouvons faire, d'abord faire entrer en jeu le G7, le G20, leur dire est-ce que vous ne voulez pas un meilleur processus? Nous voulons travailler avec le FMI. Nous avons fait des processus quant à la façon d'améliorer le processus pour qu'on puisse avoir une restructuration de la dette pour les pays qui sont surendettés. La Zambie se trouve dans le processus, malheureusement. Bien qu'ils aient commencé il y a plus d'1 an, il n'y a pas eu encore de réunion de créanciers la semaine dernière au G7. J'ai proposé au groupe que plutôt d'attendre la création d'un comité de créanciers, demander aux créanciers de se réunir tous les mois, autrement dit avoir une réunion mensuelle des créanciers, y compris les créanciers privés, gouvernementaux, la Chine, le Club de Paris, etc. Nous allons essayer d'avoir donc cette série de réunions pour essayer de résoudre les problèmes cas par cas. Il y a une idée en ce qui concerne le fait de demander que l'analyse de viabilité de la dette soit examinée par le Conseil de la Banque et du FMI pour qu'il y ait un consensus d'opinion quant au fait qu'un pays a besoin de voir restructurer sa dette. Donc il y a des choses précises qui sont en cours, mais pour l'instant, l'effort est en suspens et les pays continuent à payer chaque mois à des créanciers qui sont plus riches. Nous souhaitons que le secteur privé prenne davantage d'initiatives, mais souvenez-vous, pour l'initiative de suspension de la dette pour le G20, là, le secteur privé a reçu un pass. Autrement dit, c'était volontaire. Et donc, une bonne partie de la dette n'a pas été réduite. Et par le processus de Covid, même les pays plus pauvres continuaient à payer chaque mois à des riches par la gestion de ces actifs. Oui, et c'est extraordinaire. Nous voici 18 mois après que le G20 ait annoncé le cadre commun. Et pas un seul pays n'a pu faire aboutir le processus. Et comme vous l'avez dit, il faut 1 année pour avoir un comité de créanciers. Et maintenant, vous avez le Sri Lanka où ils sont à court de liquidités. Chaque jour, ils en sont à leur dernier million. Et le Sri Lanka ne peut pas avoir de programme du FMI parce qu'il faut avoir des assurances des créanciers. On ne peut pas avoir des assurances des créanciers parce qu'il faut avoir une réunion du comité de créanciers. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et il me semble que la Banque mondiale, le Fonds monétaire devraient pouvoir faire avancer ce processus. Eh bien, je vais vous dire, le G20 représente une grande partie de nos actionnaires.
Donc, ce sont les grands actionnaires de la Banque mondiale. Ils se réunissent sur une base annuelle et plus fréquemment au cours de l'année. Et lorsque l'on travaillait sur l'initiative de suspension de la dette en 2020, l'on continuait à avoir un mot dans le communiqué disant que c'était volontaire pour le secteur privé. Et la Banque a dit cela va sater l'efficacité, enlever le mot volontaire. Et puis, les communiqués a été négocié et puis quand il a été publié, il disait que c'était volontaire pour le secteur privé. Donc cette discussion des grandes économies est difficile parce qu'il y a divers groupes et beaucoup de pays sont des créanciers. Et après, une force que la Banque mondiale a, c'est que notre conseil, nos actionnaires sont plus avantages des pays en développement, alors que, dans le cas des plupart des institutions mondiales. Donc la Banque mondiale va pouvoir être une voix. Mais c'est difficile, voyez-vous, parce que même au G7 où j'étais la semaine dernière, en tant qu'observateur tout simplement, eh bien, le communiqué lui-même, les communiqués sont rédigés par les pays eux-mêmes. Et à partir du moment où vous avez des communiqués, vous pouvez proposer des suggestions. Mais ça ne reste qu'au stade de la suggestion. Et avec les actionnaires ainsi qu'avec les membres, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas bon d'avancer un peu plus rapidement sur ce dossier. Et par rapport à la Chine, il me semble que la Chine devrait vraiment monter au créneau. Le secteur privé également doit se mobiliser et tout simplement afin de laisser au pays une chance de survivre, tout au moins. Oui, je me souviens bien, effectivement, du processus des rédactions de divers communiqués lors de réunions et de rencontres, mais je ne sais pas. Cela commence toujours très tard le soir. Je ne me demande pourquoi, mais c'est typique. Et donc, pour une certaine productivité, lorsque les choses commencent à minuit, il faut vraiment que toute la nuit se passe ensuite. Et là, il y a une certaine méthode qui entre en jeu, où, eh bien, évidemment, tout un chacun est tellement épuisé à la fin de ce genre de processus, parce qu'il est 4 heures du matin, et évidemment, vous avez déjà écrit pendant 36 heures sans vous être reposé. Évidemment, on a l'impression qu'à 4 heures du matin, on va vouloir avancer un peu plus vite, mais là, encore un propos pour ma part. Si cela est dans l'intérêt des créanciers que d'avoir un processus ordonnancé, structuré, organisé pour les pays les plus pauvres et les pays surendettés, parce que justement, lorsque les problématiques s'exacerbent, tout devient chaotique. Évidemment, encore un dernier message, enfin, pour ma part, et dans le droit fil de vos propres commentaires, la Chine doit vraiment monter au créneau et avoir peut-être une approche plus volontariste. Mais au niveau de la Banque mondiale, évidemment, vous avez des actionnaires et la Chine est un grand actionnaire, les États-Unis évidemment aussi au niveau du Conseil et au niveau de la Banque mondiale. Mais cela représente un atout, cela représente une grande force, une puissance que d'avoir tout fédéré dans une seule et unique institution. Mais aujourd'hui, certains des actionnaires ne s'entendent plus aussi bien que cela. Il y a des tensions qui se ressentent ça et là, et c'est bien plus grave que de simples tensions, parce qu'en matière de géopolitique, évidemment, les tensions, il faut éviter que celles-ci ne se tendent encore plus. Et dans un monde encore plus divisé d'un point de vue géopolitique, cela devient de plus en plus tendu et quelle est la place pour la Banque mondiale? Est-ce qu'il y a justement un espace pour les uns et les autres qui sont justement aux prises entre eux et face à face adversaires? Comment faire justement? Je ne parle pas de conflit de la jeunesse, mais ça va au-delà du simple désaccord, c'est bien pire que cela. Mais non, il me semble que, on a vu quand même, évidemment, il y a un mois, un peu de cela, au niveau du comité de développement, pendant les assemblées de printemps, et évidemment, il y avait une guerre, et nous savons qu'il y a deux actionnaires qui étaient présents et qui essayaient de se pointer du doigt l'un et l'autre. Alors, au niveau le plus élevé, où il y a des ministres qui étaient en entretien et dans la discussion par vidéo, un certain nombre d'actionnaires ont quitté la salle, et donc il y a une espèce d'affirmation d'une représentation d'opposition à ce que fait la Russie, et quand même à la Banque mondiale, notre
conseil d'administration fonctionne toujours bien. Et lorsqu'il y a des avis aussi tranchés par rapport à ce qui se passe par rapport à la guerre, des opinions vraiment marquées, et que serait la situation à partir du moment où l'on donne une voix aux créanciers non membres du Club de Paris? Là, à partir du moment où on a créé une espèce de havre pour pouvoir au moins s'exprimer au niveau du Conseil de la Banque mondiale, mais en tout cas, cela s'est comprimé. La question est que la les montants qui étaient justement maîtrisés par les créanciers du Club de Paris, et à titre d'exemple maintenant, aujourd'hui, le Sri Lanka, une petite portion sont représentée par des créanciers du Club de Paris, mais pour les mécanismes encore, ceux-ci sont encore centralisés autour du processus créancier du Club de Paris. Et donc cela a été justement le cas de figure en Zambie et ailleurs, où justement, parfois, le président du comité des créanciers a zéro exposition, et ce n'est pas la manière dont on échafaudait la restructuration de quelque dette que ce soit. Et donc, à partir du moment où vous avez besoin de ces dispositions, surtout pour que le conseil d'administration soit plus utile et efficace pour le règlement de problématiques d'endettement ou de dette, mais aussi cela, évidemment, a un impact direct sur le commerce international, sur les échanges commerciaux. Et donc, pour les pays en développement, par rapport au cadre mondial général, voilà la problématique. Ah, tiens, arrête ici, et je vois que elle a l'air un peu inquiète. Peut-être que nous avons dépassé le temps. Ah, dites-nous ce que nous allons faire, et nous allons d'ailleurs continuer ce débat avec le public et avec l'auditoire. Merci beaucoup David Malpass et Ahmed Massoud. Et Massoud, en tant que processus maintenant, à présent je vais donner la parole à l'auditoire. Nous allons commencer par les questions en ligne, par les participants présents virtuellement et à distance. Et pour ceux dans la salle, nous allons avoir des micro-baladeurs. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question de façon succincte, afin d'avoir suffisamment de temps pour tout le monde. Alors, le docteur Onyango, un participant en ligne, nous assistons à davantage de catastrophes catastrophes provoquées par le changement climatique. Que fait la Banque mondiale pour prendre à bras le corps ces défis, tout en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, ou en luttant contre l'insécurité alimentaire et autres problématiques que nous connaissons aujourd'hui, évidemment, pandémie et autres. Évidemment, là, une partie de la réponse est que les outils financiers à notre disposition, au niveau de l'IDA, nous avons le guichet de réponse aux crises, que nous pouvons solliciter, que nous pouvons saisir en quelque sorte dans le cadre de 4 DDO qui sont des options de tirage différées en cas de catastrophe, les 4 DDO de la Banque mondiale et du groupe de la Banque mondiale. Là, ce sont différents mécanismes qui peuvent être mis à la disposition des pays qui sont plus vulnérables aux aléas du changement climatique. Et donc la biodiversité, évidemment, est une problématique ou une question de prise en compte systématique d'outils permettant de protéger l'environnement et les populations qui souffrent le plus des catastrophes naturelles. Et donc le processus, d'ailleurs nous l'avons démontré dans le cadre de la Covid-19, et nous le faisons aujourd'hui avec la crise alimentaire, au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où il y a des impacts spécifiques qui frappent de plein fouet les pays les plus vulnérables, la banque a ce guichet ou d'autres pour riposter et intervenir rapidement. Oui, et justement, une réflexion ici. L'un des problèmes ou l'une des questions que nous devons examiner, et par rapport aux actionnaires et à la direction Banque mondiale, c'est que l'un des modèles financiers de la Banque mondiale, eh bien, appuie ou accompagne les rôles que nous recherchons auprès de la Banque mondiale. Et donc, à partir du moment où vous pouvez prévoir et justement tirer des liquidités pour des programmes ultérieurs ou des problématiques qui pourraient survenir dans 2 ans, et évidemment, avec une amplification qui pourrait arriver encore une fois, d'ailleurs, je serais tout à fait favorable, mais avec la BIRD, au niveau de la BIRD, il y a des personnes dans l'auditoire qui comprennent aussi, qui sont spécialistes et qui le comprennent encore mieux que moi, mais il y a un mécanisme intégré au niveau de la BIRD, un mécanisme pour octroyer à tout moment 10 milliards de dollars à un moment donné, mais s'il y a une deuxième crise qui va justement s'ajouter aux 2 précédentes, quid des modèles financiers? À partir du moment où nous avons ceci, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le rôle que peut jouer la Banque mondiale en matière de financement dit surge?
et financement amplifié. Je pense que, mais justement, au jour d'aujourd'hui, c'est une discussion que nous avons, justement, et là, il y a une bonne nouvelle que je souhaite communiquer. Il y a davantage de jeux de coudes que vous ne le penseriez peut-être. Et je vais en évoquer quelques-uns, mais il y en a plusieurs. Le volant de capital de l'augmentation du capital de 2018 peut être augmenté. Et nous l'avons fait dans le cadre de la pandémie de la Covid, et nous allons le faire aussi pour ménager un volant pour les crises futures qui surgiraient. Et là, il y a un aspect qui entre en compte. Alors nous avons des guichets transversaux où les différents pays qui saisissent les guichets peuvent obtenir des financements mixtes. Et, pardon, j'ai perdu le... Là, donc ce volant, ce coussin, en quelque sorte, capital ou de fonds propres. Pardonnez-moi, j'allais revenir à une question. Je vais voir s'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser une question ou faire un commentaire. Oui. Madame, devant moi et à ma gauche, avec une blouse noire. Merci de vous présenter. Et ensuite, si vous pouvez poser votre question succinctement. Je m'appelle Jasmine et je suis ici, et je suis partie des services du groupe de la Banque mondiale. Mais quid des revers et des inéquités ou des inégalités et des gouffres qui se creusent et qui s'approfondissent? Et ensuite, deuxièmement, est-ce que les inégalités croissantes entre les pays et au sein d'un seul ou unique pays serait-ce une caractéristique encore supplémentaire ajoutée au reste? Merci beaucoup. Il est tout à fait clair qu'il y aura toujours des récessions dans certains pays, sans doute dans un grand nombre de pays. Cela est certain, mais il faut savoir que se passe-t-il au niveau de la guerre en Ukraine et avec la Russie. Alors si on avait ces réponses au jour d'aujourd'hui, on aurait une meilleure estimation du nombre de pays qui seraient évidemment frappés par une récession. Et donc comme il y a également l'envolée des taux d'intérêt, et là il y a la préoccupation évidemment par rapport à la croissance du PIB à cause de la hausse des taux d'intérêt, eh bien cela peut avoir aussi un impact évidemment assez important et grave sur les pays en développement. Et comme je l'ai dit précédemment, en matière d'inéquité ou d'inégalité, cela me préoccupe beaucoup parce que le système mondial est structuré de cette façon où justement les pays en développement ont été quelque part laissés à la traîne ou laissés pour compte et laissés de côté. Donc à partir du moment où il y a justement des ensembles de mesures de stimulus budgétaires au niveau des marchés des capitaux et ensuite de réinjecter tout cela évidemment avec la participation des économies avancées, là il n'y a pas eu évidemment autant de pénétration que nous l'aurait voulu du côté du stimulus. Mais là donc la réponse doit être également circonstanciée par rapport à la crise alimentaire. Et évidemment cette crise alimentaire ajoute justement encore un problème aux autres problèmes. J'ai quelqu'un qui pose une question pour vous deux, messieurs, dans le secteur de l'éducation. Et nous savons tous qu'il y a de grands problèmes et qu'il va falloir prendre à bras le corps ce problème de façon urgente. Et la plupart des problèmes sont que des millions d'enfants en souffrent parce que soit ils abandonnent leurs études, ils décrochent et ensuite ils ne sont pas rescolarisés. Autrement, et en plus de cela, il y a une brèche numérique immense qui s'approfondit. Alors quelles sont vos perspectives? Comment allons-nous accompagner les pays pour que les élèves et les étudiants ne soient pas laissés pour compte? Ahmed Assoud d'abord. Quelques propos pour ma part quant à l'éducation. C'est un problème que nous examinons déjà depuis pas mal de temps. Et moi et mes associés au CGD entamons des travaux à ce niveau. Nous essayons d'analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas aussi bien. Et les constatations les plus importantes pour moi de ce processus, nous savons tous que les acquis scolaires sont mauvais et s'empirent dans de nombreux pays. Même là où les enfants sont à l'école, ils n'apprennent pas. Donc il y a cette crise de l'apprentissage, un affaiblissement de l'apprentissage. Mais en dépit de cela, même avec les apprenants moins bons, eh bien les retours d'investissement lorsque l'on investit dans l'éducation sont davantage importants, sont plus importants. Et donc cela vaut vraiment la peine
pour que les écoles soient encore davantage efficaces pour les enfants et que ceux-ci apprennent mieux. C'est essentiel à mon avis. Et l'une des interventions qui a démontré vraiment, qui a fait ses preuves en matière d'impact sur le développement, et ce, à grande échelle, pas sur quelques enfants ou 10 000 enfants, mais dans tous différents contextes, ce sont les cantines scolaires, les repas scolaires. Alors, à partir du moment où vous pouvez investir dans les cantines scolaires, eh bien, vous pouvez vraiment avoir une grande avancée, un grand bond en avant. Parce que les enfants qui n'ont pas faim, qui ne sont pas affamés, eh bien, apprennent bien mieux et beaucoup plus rapidement à l'école. Et cela fait toute la différence. Et encore une autre constatation que j'ai vue par rapport à l'éducation, le rechigne, j'ai l'impression, enfin, quelques ministres des Finances dans quelques pays de développement, eh bien, rechignent à faire des emprunts pour l'éducation, mais veulent bien le faire au titre d'autres projets. Et ça, l'on le constate depuis des années, depuis des siècles. C'est vraiment un fait. Je ne sais pas pourquoi on appelle cela d'ailleurs un secteur non matériel, immatériel, non tangible d'investir dans l'éducation. Et ça ne me paraît pas logique du tout. Il convient toujours d'investir dans l'éducation parce que, eh bien, les fruits sont palpables. Et là, à partir du moment où vous le faites, eh bien, là, évidemment, il faut évoquer la question de la viabilité de la dette ou de l'endettement des pays, mais cela peut avoir un impact important. Je m'en tiens à ces propos. Merci beaucoup, Massoud. Et encore en complément, outre les cantines scolaires, on se rend compte que davantage d'heures à l'école est un élément important. Par exemple, au Maroc, je m'étais rendu au Maroc, et le gouvernement avait investi des fonds, et d'ailleurs la Banque mondiale accompagnait le Maroc. Après, nous avons aussi offert des prêts et une aide aux organisations non gouvernementales pour qu'elles interviennent aussi par rapport à ces repas scolaires, ces cantines scolaires. Et le fait que d'avoir une amplification de tout cela est critique. Et d'ailleurs, cela nous permet d'obtenir un meilleur indice du capital humain, ce qui est excellent. Alors, désolé, je voulais faire une pause pour reprendre mes réflexions. Encore une fois, dans le cadre de la crise alimentaire, et certains des commentaires qui ont été faits il y a déjà depuis 5 ans, c'est que les transferts de l'IDA diminuent quelque peu à partir du moment où les profits de la BIRD diminuent. Et donc c'est une corrélation directe. Et cela veut dire que pour les pays à revenus intermédiaires, eh bien là, ceux-ci peuvent également être impliqués pour partie dans l'amplification des financements. Et surtout de passer d'un taux flottant à un taux fixe, eh bien cela a permis de vraiment bloquer les taux fixes et de les faire maintenir au même niveau, et ce qui a vraiment permis d'améliorer la donne. Et aussi, le guichet d'amplification de l'IDA a également connu de grandes augmentations par rapport au cycle de l'IDA 20, ce qui rend des ressources supplémentaires disponibles aux pays dits blend et les pays bénéficiant de cofinancement, de financement mixte. Donc nous avons cette capacité au niveau de l'IDA que d'avoir cette amplification, et ce grâce au guichet d'amplification. Et à partir du moment où cela avait été au départ conçu pour une seule et unique crise ou un seul et unique moment, un seul et unique instant, cette amplification, mais maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est que maintenant, l'IDA 20 commence le 1er juillet, le 4 juillet, pardon, et avec beaucoup plus d'ampleur qu'au titre de l'IDA 19. Et donc cela nous donne la possibilité de dire aujourd'hui que 170 milliards, aujourd'hui, ça a été vraiment 150 milliards de dollars pour la période de 15 mois qui a commencé en avril 2020, donc à partir d'avril 2020. Et maintenant, les 170 milliards au titre de l'IDA 20 nous donnent davantage d'outils pour aller encore plus loin au maximum. Et plutôt que pour l'IDA 18 qui va commencer le 1er juillet, eh bien cela représente une partie fondamentale. Et l'augmentation de capital qui est arrivée en 2020, eh bien à partir du moment où il y a toutes ces mesures, il y a un cumul de toutes ces mesures, et cela permet vraiment d'avoir une grande amplification. Et d'ailleurs, je veux remercier tous les services et tout un chacun qui a œuvré dans ce sens à nos côtés pour
obtenir cette énorme augmentation de capital au titre de l'IDA. Y a-t-il d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Monsieur, au milieu, veuillez vous présenter, s'il vous plaît, et poser votre question. Merci beaucoup, David et Massoud. Je suis l'un des administrateurs, l'administrateur pour l'Allemagne. Ici, le manque de résilience qu'ont les pays par rapport à la crise de la Covid-19 et la crise actuelle qui, évidemment, s'ajoute. Et donc, cette crise qui se chevauche a un impact sur les pays en développement. Mais vous avez dit aussi dans le rapport des Nations Changing World Report, eh bien là, l'on parle des indices du capital humain, du capital environnement. Tout ça doit vraiment être en garantie. Et comment faisons-nous pour faire en sorte que tous les modèles pays soient couverts pour que du côté stratégique, tout soit vraiment prêt dans le cadre de l'approche qui sera lancée et que nous allons exécuter. Est-ce que je puis vous demander de faire une petite pause pour donner l'occasion à David Malpass de répondre? Oui, tout à fait. Donc la banque a des approches dites pays et des approches dites de savoir. Et nous devons appliquer les deux en même temps. Vous avez tout à fait raison. Il nous faut avoir un moyen pour permettre au pays d'avoir un regard à un horizon très lointain, mais tout à fait en même temps se concentrer sur l'immédiat. Et cela doit être bel et bien intégré dans les cadres de partenariat pays, le CPF. Le CPF est un outil, un mécanisme, et associé d'un document très important qui donne une espèce de vision à 5 ans plus tard. Et là, ce sont des évolutions très importantes et essentielles. Et cela est très utile dans le cadre de ce processus, justement. Et donc, ce que je dirais à toutes les parties prenantes, actionnaires et à Massoud aussi, c'est que j'encourage beaucoup ce processus et je l'appuie. Et là, ce que l'on voit de plus utile à la Banque mondiale, et on peut dire à partir du moment, voilà un bon mécanisme, un processus qui fonctionne bien, continuez dans ce sens. Par contre, celui-ci n'a pas si bien fonctionné que cela, évitez-le. Et de la manière dont toutes sortes de programmes, des trentaines de programmes qui évoluent simultanément, eh bien, cela ne représente pas autant d'intrants que vous ne l'auriez pensé. Peut-être que vous penseriez qu'il en faudrait davantage. Mais ce qu'il faut voir, c'est le degré d'efficacité de chacun de ces outils. Et à propos, pour répondre à la question de Philippe, je crois que le plus grand défi dans des organisations telles que la Banque mondiale ou autres BMD ou autres organisations internationales, à partir du moment où vous avez une stratégie, une vision au niveau du conseil d'administration, au niveau de la direction supérieure, comment est-ce que vous opérationnalisez cela ? Comment est-ce que vous le concrétisez afin que cela ressorte concrètement, véritablement, au niveau des activités menées par tant d'unités relativement décentralisées. Et justement, au niveau de la Banque mondiale, vous avez ce cadre de partenariat pays, stratégie CPF, qui est le moment idoine, justement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut tout réexaminer, non pas seulement dans le contexte de se renseigner si c'est logique ou non, si cela fonctionne ou non, mais à quel point est-ce cohérent et aligné par rapport à l'orientation stratégique qui a été esquissée et prévue. Donc pour que les pays à revenus inférieurs et revenus intermédiaires, couche inférieure, eh bien, n'aient pas autant à souffrir de la crise alimentaire, des problèmes de sécurité alimentaire, des problèmes du changement climatique. Et cela, évidemment, représente un grand nombre d'engagements, évidemment, que vous prenez, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Il y a un maillon manquant. Et évidemment, cela est très difficile que de dire non à quelque chose d'utile, parce qu'il n'y a rien dans ces stratégies de partenariat pays qui ne soit pas logique. Tout est logique, mais malheureusement, ce n'est pas exactement ce qu'essaye d'aiguillonner l'institution elle-même au niveau agrégé. Voilà, donc nous essayons de nous pencher et d'appuyer ce qui a trait à la culture de ce contexte et évidemment des services de la Banque mondiale. Mais dans les groupes régionaux, au niveau des groupes régionaux, avec l'IFC et l'AMIGA également qui ont leur voix et évidemment qui doivent être également impliquées, puisqu'elles font partie de la BIRD, la SFI et l'AMJ, eh bien cela a un impact évidemment sur le produit de la Banque mondiale. Cela permet de maximaliser les bienfaits, les bénéfices, entre guillemets, et
j'ai perdu le fil. Il y a quelque chose que nous allons examiner au niveau du comité des opérations dans quelques jours. Et là, il faut qu'il y ait un débat dynamique et foisonnant à ce moment-là pour qu'il y ait autant de voix représentées que possible. Parce que justement, vous avez mis le doigt dessus, monsieur. Cela ne vaut pas la peine. Si 20 groupes différents ont pu avoir leur petite déclaration au niveau d'un document sur papier, eh bien cela n'a vraiment pas un impact sur les opérations d'un programme ou d'un projet sur le terrain. Et donc à partir du moment où on le dit, il est tout à fait essentiel, même vital, que le pays fasse des progrès sur ce front, eh bien cela permet d'avancer. Je vais vous donner donc le micro à nouveau, Philippe, si vous avez une deuxième question. Oui, tout à fait. C'est par rapport au communiqué du G7. Je voulais tout simplement dire et faire mention du rapport des ministres des Finances. Nous réaffirmons notre appel vis-à-vis l'intervention et l'implication du côté du secteur privé et de continuer à travailler avec les institutions financières internationales et les marchés pour améliorer l'architecture pour une telle participation du secteur privé, pour le solliciter, le secteur privé, pour le mobiliser. Et je pense que cette déclaration est éminemment importante et bien dite, à mon sens. Oui, j'apprécie beaucoup. Évidemment, le G7 appuie évidemment tout ce que j'essaye de faire moi-même en termes de viabilité de la dette et de transparence surtout de la dette. Et c'est critique, c'est tout à fait critique. Le processus est engagé, chacun des G7 d'ailleurs est pleinement engagé et impliqué, intervient à 100%. Mais évidemment, la comparabilité de traitement est une question qui demeure un peu floue et qui est d'ailleurs vague déjà, enfin depuis déjà 20 ans. Ça a toujours été vague que ce concept de comparabilité des traitements. Et je suggérerais que quelque part, il faudrait éclaircir les règles de la manière dont l'on exprime, dont l'on évalue et dont on exécute toute cette question de comparabilité de traitement. Parce que là, à partir du moment où vous demandez une comparabilité de traitement et faites un appel en ce sens, cela permet de donner trop d'échappatoire justement aux créanciers, mais il ne conviendrait pas que cela surviennent. Et c'est ainsi que je voulais nuancer la chose. Et pendant la discussion du G7 et les modalités d'accompagnement qui sont prévues au titre de ces questions, à mesure où nous commençons à vraiment regarder les menus détails, eh bien là, ça devient de plus en plus important. Lorsque l'on regarde la Zambie et le Tchad et la comparabilité du traitement, tout le monde est d'accord sur papier, tout à fait théoriquement. Mais est-ce que, in fine, vous avez un traitement ou une comparabilité de traitement pour les personnes vivant dans les 10 pays, c'est-à-dire la Zambie et le Tchad, que je viens d'évoquer. Et donc, à partir du moment où les pays travaillent étroitement avec le FMI, le résultat est meilleur. Encore une dernière question, et nous avons encore le temps de revenir en ligne. Esther demande, est-ce que les prix élevés pour le combustible aujourd'hui et les aliments, comment peuvent-ils être baissés? Elle vient du Nigeria. Elle dit ces envolées des prix ont un impact sur les ménages et les familles à faible revenu et même à revenu moyen. Alors je commence par Massoud et ensuite David. Je dirais pour ma part tout simplement, il nous faut reconnaître que effectivement les prix illustrent ou reflètent tout simplement ce que sont les conditions de marché. Et d'un point de vue administratif, vous ne pouvez pas lever ou baisser les prix vous-même, sauf par l'intervention des impôts, en augmentant les impôts. Et la plupart des pays ont un mécanisme pour ce faire. Vous revenez aussi justement sur le front des impôts. Et là, il y a un rôle important joué. Évidemment, cela a un impact sur le budget national. Mais en même temps, cela permet de faire baisser les prix. Mais ma question, est-ce que l'on peut amplifier l'appui ou l'accompagnement pour les familles et les ménages à faible revenu au mieux ou le plus? Parce que ce sont ces ménages qui peuvent justement bénéficier le mieux de ces financements amplifiés que les autres. Donc ne subventionnez pas le produit lui-même. Accordez une aide aux personnes qui ont vraiment besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir faire face aux prix plus élevés et à l'envolée des prix. C'est ce que les ministres de l'économie préféreraient, mais c'est d'autant plus faisable aujourd'hui. Ce qui s'est passé, qui est vraiment merveilleux, évidemment, à quelque chose malheur est bon,
au niveau de la crise de la Covid-19, les pays ont véritablement travaillé sur le renforcement de protection sociale. Les mécanismes de protection sociale se sont renforcés, se sont améliorés, et à partir d'aujourd'hui, il est plus facile d'avoir recours aux filets de sécurité, et cela pour cibler les populations qui en ont le plus besoin, les plus nécessiteuses. Et à partir du moment où vous savez que l'essence, d'un point de vue du revenu des ménages, eh bien 20% du budget des pays en développement, l'essence, il faut fournir des subventions, accorder des subventions. Mais cela dépend du produit. D'autre part, si vous utilisez ces fonds pour aider les ménages dans les pays à plus faible revenu, cela est la manière la plus efficace de le faire. C'est de cibler les ménages les plus pauvres. Et en plein milieu de la Covid, ce que nous avons pu faire au niveau de certaines banques multilatérales de développement, in fine, après ce processus évidemment vertueux, où nous avons pu aider davantage de pays, quelques 50 pays supplémentaires, en les dotant de mesures de protection sociale. David, avez-vous des éléments de réflexion à ce propos? Voilà un dossier éminemment important. Nombre de pays aident les populations justement de la façon la mieux avisée et la plus judicieuse, plutôt que de ne procéder par des mécanismes moins bien avisés. Et voilà comment cela a un impact direct sur les pauvres ménages les plus pauvres, pour qu'ils puissent se sortir de leur état de pauvreté. Et il faut vraiment aiguillonner cela en proposant toutes sortes de filets de sécurité. La technologie aussi nous donne un espace tout à fait nouveau aujourd'hui dans la communauté du développement international, du développement économique et du développement tout simplement. Les transferts de liquidités, de monnaie vers les personnes, vers les ménages. Par le passé, on ne pouvait pas tout simplement facilement prendre une valise avec du cash à l'intérieur, avec des billets et les distribuer aux ménages directement. Ça ne fonctionnait pas lorsqu'on devait se déplacer très loin dans des régions reculées. Maintenant, avec la monnaie numérique, nous pouvons le faire. Et voilà un argent qui représente une grande valeur pour les populations des pays à faible revenu, des pays en développement. Et à partir du moment où vous l'offrez aux femmes, surtout. Et d'ailleurs, Massoud l'avait dit, une personne hier qui est chef des efforts de filet de sécurité sociale et de protection sociale, il a dit, nous n'avons pas encore pu arriver à 50 pays, mais nous avons aujourd'hui des systèmes particulièrement robustes, alignés, aujourd'hui, et afin de pouvoir réagir justement au prix encore plus élevé de l'énergie, de l'électricité et du gaz, eh bien ce processus permettra aux ménages de pouvoir injecter davantage de liquide dans leur compte en banque. Et donc ce genre de processus, il est tout à fait clair, on ne veut pas plafonner justement la hausse de ce genre de prix. On voudrait que l'on donne suffisamment de marge de manœuvre à ces prix d'aller un peu plus haut, et ensuite évidemment offrir un volant ou un coussin pour que l'on puisse permettre aux populations d'atterrir en douceur. Alors, évidemment, un certain nombre de pays sont tentés de le faire aujourd'hui, mais il faut en même temps éviter la tentation que de trop dépendre des importations afin que nous puissions, au niveau du gouvernement, maintenir le taux d'inflation et aussi par l'importation de liquidités, bloquer les hausses de prix à l'interne, au niveau intérieur. Parce que cela peut avoir des conséquences économiques très néfastes. Et donc il y a un juste équilibre à obtenir pays par pays. Et la transition énergétique aussi, parce que l'énergie est le point de départ. À partir du moment où il est par rapport à l'ODD 7, accès à l'électricité, qui est tellement vital pour les plus pauvres, c'est également le point de départ pour les engrais, l'importation d'engrais, ce que nous devons faire par conséquent. Évidemment, la dépendance que nous avons vis-à-vis l'énergie provenant de la Russie a un impact énorme aujourd'hui sur les pays les plus pauvres. J'avais fait un discours il y a quelques semaines, le symposium de Churchill, à mesure que l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe faisait face au défi suivant. Comment reconstruire? Comment reconstruisons-nous? Maintenant, les pays font face au défi. Comment réalignons-nous nos activités par rapport à cette énormissime dépendance que nous avons vis-à-vis de l'énergie de la Russie?
Et nous avons d'ailleurs eu une discussion franche et transparente. Vous savez, dans le communiqué du G7 qui a été évoqué un peu plus tôt, il évoque explicitement la nécessité que d'avoir des essences ou des combustibles dits de transition, entre guillemets de transition. Donc des pays qui ont une production de gaz naturel, notre production de gaz naturel, c'est tellement plus propre que ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a une transition qui s'opère. Et par rapport aux ressources de gaz naturel dans les gisements dans le monde qui restent encore, et tant qu'il n'y aura pas davantage de production, les alternatives sont le carburant de soute, et qui est brûlé d'ailleurs très souvent dans ce genre de pays pour produire de l'électricité, par rapport à des contextes où la biodiversité doit être protégée. Et donc dans des économies déjà fragiles, cela représente un problème énorme. Et donc il nous faut vraiment trouver des moyens de le faire mieux. Et il faut être encore plus explicite en matière de transition énergétique, être plus clair. Il y a des discussions sur l'énergie nucléaire qui ont eu lieu aussi en même temps, et il faut vraiment que ce soit une discussion foisonnante et dynamique, parce que la Pologne importe du gaz naturel de la Norvège, le Maroc aussi fait transiter du gaz naturel, l'Algérie, pardon, vers l'Italie, fait transiter du gaz naturel vers l'Italie, et en fait, la contrepartie ici est que, évidemment, c'est un combustible fossile, certes, mais c'est bien plus propre que le diesel, disons, ou que l'alternative, disons. Et il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, me semble-t-il, aujourd'hui, pour avoir cette discussion de façon tout à fait franche. Parce que sinon, l'alternative est bien pire et de façon très substantielle, très palpable pour les pays les plus pauvres. Donc, évidemment, les populations en ressentent l'impact et de plein fouet, parce que les plus nantis dans les pays les plus pauvres qui se procurent du diesel, donc une déconnexion par rapport au réseau, le réseau, eh bien, se démantèle, et un par un, les prix augmentent, mais en même temps, il y a davantage de dioxyde de carbone qui est émis à mesure que nous avançons, lorsque ces populations plus nanties se servent du gaz et l'achètent, enfin du diesel. Il n'y a pas vraiment de remplacement, moi je crois, entre le fait de faire brûler du charbon dans nos propres centrales thermiques ici. Inaudible. Et je disais qu'il n'y a pas de différence essentielle entre le fait de faire brûler du combustible de soupe ici ou absorber du gaz naturel et forcer quelqu'un d'autre qui n'a plus accès à ce gaz naturel d'utiliser du combustible de soute. Donc c'est un problème planétaire. Il faut ne pas être hypocrite. Nous ne pouvons pas dire que le gaz naturel est propre lorsqu'il s'agit de nos propres besoins aux États-Unis et en Europe, et ensuite hésiter à soutenir des projets de gaz naturel dans les pays en développement parce que c'est un carburant fossile, un combustible fossile. Donc soit il est propre ou il est fossile, mais il faut être clair. Donc je soutiens ce que vous avez dit, David, et je veux que l'on continue à en parler dans nos conversations. Quelquefois, c'est difficile. J'ai des amis qui me disent non, maintenant, vous êtes en faveur de tous les combustibles fossiles. Non, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'en tant que combustible de transition, le gaz naturel a un rôle à jouer partout. Eh bien, je vous remercie. Vais vous donner le mot de la fin. Oui, j'aimerais terminer sur un sujet plus global. Le monde fait face à des crises massives. Il est important d'avoir des discussions sur les discussions. Et la Banque mondiale se trouve au centre de cela et veut continuer à l'être dans beaucoup de domaines, allant de l'éducation, la santé, la dette, aux façons de savoir comment les pays peuvent se développer et s'accroître. Je vous remercie. Merci, Massoud.